Bien, merci beaucoup. Je remercie tout d'abord les étudiants du master de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines de m'avoir fait l'honneur, pour le coup, de donner cette conférence inaugurale qui fait un peu tout de même Collège de France, donc je m'en réjouis, même si l'assistance est un peu clairsemée, mais je ne doute pas que des collègues, notamment des archives de Paris ou des Yvelines, ou peut-être des archives nationales, nous rejoindront. En introduction, je voulais d'abord peut-être revenir sur les termes de la journée d'études, c'est-à-dire archives et territoire. Bon, le terme archive, je n'y reviens pas, évidemment, il est défini dans le Code du patrimoine, même si, vous le savez, cette définition a évolué dans le temps, puisqu'en 2008 ont été ajoutés les termes quel que soit le lieu de conservation, pour tenir compte sans doute déjà à l'époque de l'éparpillement des archives et de l'autonomisation croissante d'un certain nombre de producteurs. Et en 2016 ont été ajoutés les termes de données pour expliciter l'appartenance des données numériques au champ des archives, même si cela fait de longs débats terminologiques entre documents physiques et numériques ou documents et données, avant que finalement l'astuce de documents y compris données ait pu être introduit dans la définition des archives. Alors pour autant, si cette définition a le mérite d'être claire, elle est très englobante, au point qu'elle mérite des explications et qu'elle pose des difficultés. D'abord, la partie réglementaire du Code du patrimoine définit les archives courantes, intermédiaires et définitives, qui correspondent à différents stades ou âges de l'archivage, mais surtout à différentes responsabilités et interventions des services producteurs et des services d'archives, voire des tiers archiveurs depuis 2008. Ensuite, et contrairement au monde anglo-saxon, le Code du patrimoine ou tout autre texte législatif ou réglementaire ne fait pas de distinction entre les records, documents d'activité, et les archives, documents patrimoniaux. Et le terme records management, qui a été traduit en français par gestion de l'archivage, figure uniquement dans les textes normatifs et la littérature professionnelle et technique. Enfin, depuis le rapport de Christine Nougaret sur la stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives à l'ère du numérique, les professionnels et les usagers s'interrogent sur la notion et la définition des archives essentielles, définies dans le rapport comme les archives papier ou numériques dont la conservation définitive doit s'imposer à tous, producteurs comme services d'archives, et comme les grandes catégories faisant droit pour l'administration et les usagers et essentielles pour l'histoire. Mais l'adjectif d'essentiel peut prêter à confusion, puisque dans le records management, les documents essentiels permettent la reprise d'activité, mais ne sont pas essentiels forcément à terme pour la justification des droits des personnes ou la documentation historique de la recherche. C'est la raison pour laquelle la terminologie employée depuis par l'administration des archives tourne plutôt autour du socle commun ou des incontournables dont nous reparlerons. Ensuite, le terme territoire, lui, est polysémique. Il renvoie à des significations variées qui dépendent de l'angle d'approche, des disciplines qu'il étudie et de l'époque. En géographie, le territoire est défini comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique, un territoire national, une circonscription administrative, ou comme une spécificité naturelle, un territoire montagneux, ou une spécificité culturelle, un territoire linguistique. Il en existe donc de nombreuses définitions, mais toutes semblent partager l'idée qu'aucun territoire n'est donné et qu'il est construit socialement, ce qui revient un peu à ce qui a été dit déjà précédemment. Donc le débat se situe plutôt autour de la construction du territoire. Est-ce que c'est l'expérience des habitants qui construisent un territoire, ou est-ce que ce sont des structures sociales et spatiales lourdes qui font un territoire ? Enfin, si je lis maintenant Archives et territoires, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le rapport 2012-24 du Collège Archives de l'Inspection des patrimoines, qui a fait suite à un groupe de travail mis en place en 2010 et en 2011 sur ce thème. Ce rapport s'interrogeait déjà à l'époque sur la permanence de l'organisation territoriale de l'administration des archives, qui était héritée de la Révolution et de l'Empire, et qui se trouvait alors déjà confronté à un remodelage assez important du paysage institutionnel, avec l'acte 2 de la décentralisation,
la réorganisation de l'administration territoriale de l'État et l'achèvement de la carte intercommunale. Donc ce rapport concluait à une nécessaire adaptation des services publics d'archives, notamment en mutualisant, regroupant les collectivités territoriales, en affirmant la fonction archive, en ayant une meilleure concertation entre services et établissements culturels, en organisant une veille et en intervenant dans le développement des systèmes d'information, en donnant des préconisations en matière d'archivage central ou déconcentré des applications nationales de l'État, en mutualisant l'archivage électronique, en mettant à disposition les archives numériques, en associant les usagers à la politique de l'offre, etc. Donc sans trancher sur le modèle institutionnel et organisationnel des archives, ce rapport de 2012 posait au moins dans ses conclusions un certain nombre de prérequis, que je rappelle: ne pas séparer le contrôle scientifique et technique de la collecte des archives définitives, s'efforcer de maintenir la logique de proximité dans la collecte, tant en tout cas que le mode de gestion des archives le permet, rechercher la cohérence au niveau régional, s'appuyer sur la mutualisation pour les archives des services de l'État et pour la conservation des archives numériques définitives, continuer à faire progresser la qualité et la densité du service rendu aux usagers, proposer des services innovants, mieux accueillir les usagers. Alors 6 ou 7 ans après, où en est-on? Puisque finalement, on voit une permanence du thème, donc qui suggère que le débat n'est pas épuisé, hein, loin s'en faut. Tel qu'envisagé par les étudiants du master, le lien entre archives et territoire peut être donc causal ou partenarial, duo, ou peut être en opposition ou en tension, duel. Et il peut se décliner sous 3 aspects qui correspondent aux 3 tables rondes que je vais aborder successivement. D'abord, quel territoire pour la gestion des archives? C'est la première table ronde, pose le principe, comme dans le rapport que j'ai cité du Collège Archives, de l'adaptation du réseau des archives à l'évolution de l'organisation incessante et rapide des territoires. Ensuite, quelle place pour le territoire dans une évaluation renouvelée des archives? C'est la deuxième table ronde, permettra de s'interroger sur l'uniformité, non plus seulement de l'organisation territoriale, mais également des principes d'évaluation, de tri et de sélection, et de leur remise en cause, eu égard aux masses collectées et conservées, et peut-être plus encore, eu égard à la pertinence et à la qualité de cette collecte. Enfin, la dernière table ronde nous conduira à aller au-delà du principe de territorialité, en nous interrogeant sur les politiques de collecte, notamment d'archives privées, et les projets scientifiques et culturels des services d'archives, et de les confronter aux attentes des territoires, qu'il s'agisse des décideurs, des partenaires ou des usagers. Donc j'en viens à ma première partie. Quel territoire pour la gestion des archives? Vous savez que l'organisation de l'administration des archives est calquée sur un schéma assez ancien qui remonte à la Révolution et à l'Empire. La Révolution qui a créé les départements selon un quadrillage régulier du territoire, et l'Empire qui a nommé à la tête un préfet dans une volonté d'uniformité en tout point du territoire. Du coup, l'administration des archives s'est calquée sur cette organisation et a créé 3 échelons que vous connaissez, hein, les archives nationales en 1790 pour les ministères, les grands corps de l'État, les archives départementales en 1796 pour les structures implantées dans les départements, et les archives communales, plus ou moins organisées, mais héritières des paroisses et des communautés d'Ancien Régime, pour leurs archives propres. Alors ce schéma uniforme et permanent a connu des évolutions et des bouleversements assez importants, essentiellement à partir des années 60. Je vais y revenir assez rapidement, notamment pour montrer la manière dont les services d'archives ont su s'adapter finalement à ces évolutions. Dans les années 60, on a eu surtout une déconcentration très forte de l'administration et de l'organisation de l'État, avec la régionalisation de la planification, la création de la DATAR et les décrets de 64 sur la déconcentration administrative, qui ont abouti, l'ensemble de ces créations, à d'abord renforcer les pouvoirs du préfet comme délégué du gouvernement, et à réorganiser les services qui s'appelaient alors extérieurs de l'État, et à les fusionner et à les mettre sous l'autorité d'un fonctionnaire de chacun des ministères concernés.
Donc par exemple, dans le domaine sanitaire et social, cela aboutit à la création des DAS, directions départementales à l'époque d'action sanitaire et sociale, qui regroupaient 4 directions ou services relevant de 3 ministères et dont certains distraits des préfectures. Donc ce mouvement des années 60 a eu comme conséquence, notamment pour le réseau des archives, de conduire à l'arrêt c'était pas la seule raison, mais du cadre de classement thématique et méthodique en série alphabétique, qui était surtout destiné, à vrai dire, aux séries préfectorales et à l'adoption d'une série continue compte tenu de l'augmentation très importante des producteurs et des versements d'archives à cette époque. Ensuite, autre évolution dans les années 60 qui ne nous est pas indifférente ici, c'est en 1964 l'éclatement des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et la création des départements de Paris, de la Petite et de la Grande Couronne, la Seine-et-Marne presque sans changement, qui ont conduit à des mouvements d'évolution des archives de l'ancienne Seine et de l'ancienne Seine-et-Oise dans les nouveaux départements, selon un principe théorique de respect des fonds et qui devait concerner à l'origine uniquement des fonds organiques, c'est-à-dire infradépartementaux comme des trésoreries, des justices de paix, des notaires, etc. Mais faute de place dans les dépôts parisiens et versaillais, les séries préfectorales ont été démembrées en fonction des communes concernées, notamment les élections locales ou les affaires communales. Et donc, l'adaptation des services d'archives aux réorganisations territoriales n'a pas toujours été très heureuse. J'avance dans le temps et je passe aux années 80. Évidemment, le changement majeur, c'est la décentralisation, avec d'une part, en 86, le transfert des archives départementales au département, en tant que collectivité de plein exercice. Et là, le ministère de la Culture, contrairement à d'autres compétences transférées jusqu'à l'inventaire général en 2004 d'ailleurs, n'a pas décentralisé les directeurs d'archives départementales qui restent des fonctionnaires d'État mis à disposition des départements. Et les archives départementales continuent à collecter les archives des services déconcentrés de l'État dans leur territoire, ce qui représente tout de même entre 70 et 80% des collections conservées en département, ce qui ne va pas sans soulever des protestations, n'est-ce pas Christine, de la part des conseils généraux, qui sont souvent peu satisfaits de voir l'État revoir à la baisse la participation en termes de fonctionnement qu'il consent aux services départementaux d'archives. Autre conséquence de la loi de décentralisation, c'est la reconnaissance des régions comme collectivités de plein exercice, et donc la création d'un échelon archivistique supplémentaire qui est celui des archives régionales. Les archives régionales ont été un temps assez court et pas partout chargées de la collecte et de la gestion des archives des services régionaux de l'État. Ça a été le cas à Paris et en Île-de-France pour les archivistes qui à Paris connaissent bien la série WR, mais les archives régionales ont été limitées depuis 1990 à la collecte des archives des assemblées, administrations et établissements publics régionaux et se sont organisées assez lentement jusqu'en 2005 et à être pourvues désormais toutes d'un service ou d'une fonction archive. Enfin, dans le domaine communal, la décentralisation a conduit là aussi à l'abandon du cadre de classement alphabétique et thématique et à la mise en place d'une série continue et à de nombreux reversements d'archives, notamment en matière d'autorisation d'urbanisme, d'ailleurs prescrit par les instructions ministérielles, mouvement qui s'est poursuivi jusque dans les années 2000, puisque certaines communes ont conventionné avec les directions de l'équipement pour qu'elles continuent à instruire leurs demandes de permis de construire. Dans les années 90, l'État a renforcé la déconcentration de ses services, notamment les pouvoirs du préfet de région, et a fait de l'échelon régional l'échelon de droit commun en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire. C'est à cette époque qu'ont été créées, par exemple, les directions régionales de l'environnement, selon un principe d'insularité des services déconcentrés de l'État, calqué sur les périmètres ministériels et qui a subsisté jusque dans les années 2000. S'agissant du bloc communal, l'autre changement majeur des années 90 a été la montée en puissance de l'intercommunalité avec les lois de 1992 et 1999
et la reconnaissance plus tard en 2008 par la modification du Code du patrimoine de l'existence des services d'archives communautaires selon des principes d'organisation assez variables, soit que le groupement de communes gère les archives de la commune siège ou de l'ensemble des communes, soit que le groupement confie ses archives à une commune membre, ou soit qu'enfin elle les dépose au département. Cela dit, l'émergence des services d'archives communautaires a été assez lente, puisque dans le rapport annuel du ministère de la Culture en 2016, un peu moins d'un quart des services d'archives communales et intercommunales ayant répondu à l'enquête, c'est-à-dire une centaine, sont mutualisés. Dans les années 2000, l'État a poursuivi encore sa réorganisation avec la réorganisation de l'administration territoriale de l'État, puis modernisation de l'action publique, qui a conduit à d'abord renforcer encore le niveau régional, qui devient le niveau de droit commun de pilotage des politiques publiques, et au resserrement autour du préfet de région à moins de 10 des directions ou délégations régionales, tandis qu'au niveau départemental, les services de l'État sont organisés non plus en fonction des périmètres ministériels, mais en fonction des besoins des citoyens sur les territoires, et donc ont été regroupés à 2 ou 3 directions départementales autour du préfet, outre les finances publiques, les services académiques et la sécurité intérieure, avec quelques aménagements en région parisienne, notamment en matière de police ou d'aménagement, d'environnement ou de logement. Alors pour l'administration des archives, ces réorganisations des années 2000 se sont traduites par d'importants mouvements de collection entre les services ou vers les dépôts d'archives, par exemple dans les domaines de la santé, de l'équipement ou du travail, et surtout la régionalisation de l'administration de l'État a posé la question de savoir si la gestion de l'archivage allait désormais être pilotée au niveau régional ou si elle allait continuer à être gérée au niveau local, notamment pour les unités ou services territoriaux des directions régionales, pour lesquels il n'était pas certain que l'échelon de collecte et de conservation reste le département. Certaines administrations, notamment l'éducation nationale, posaient même la question du regroupement académique, voire interacadémique, des collections et donc de la difficile répartition entre les départements concernés, puisque certaines collections n'avaient d'intérêt qu'au niveau local, c'est-à-dire départemental, et surtout que cela conduisait à une charge assez insupportable pour les services départementaux d'archives, de chefs-lieux de région ou de sièges d'administration régionale. J'y ajoute qu'au niveau numérique, évidemment, le mouvement est amplifié par le fait que les applications des services de l'État sont bien souvent pilotées au niveau central et qu'elles substituent à une logique territoriale une entrée par nom de personne, par exemple les déclarations d'impôts, ou par entreprise, par exemple les inspections du travail, et qu'il n'est pas certain qu'un reversement à chaque service d'archives départementales soit pertinent. Voir par exemple l'exemple de la matrice cadastrale, n'est-ce pas Christine? S'agissant du bloc communal, les années 2000 ont vu l'émergence d'un nouveau type d'intercommunalité qui est la métropole et qui s'ajoute aux intercommunalités existantes pour les regroupements de plus de 500 000 habitants qui veulent disposer de compétences plus larges et notamment absorber sur leur sol les compétences départementales. C'est ainsi que la loi de 2014, dite loi MAPTAM, a créé 10 métropoles de droit commun en plus de Nice qui existaient déjà sous forme de pôle métropolitain et 3 métropoles à statut particulier, Lyon, Aix-Marseille-Provence et le Grand Paris, et que la loi de 2015, dite loi NOTRe, pour nouvelle organisation territoriale de la République, a renforcé le transfert des compétences vers les groupements de communes et précisé les compétences et le fonctionnement de la métropole du Grand Paris. Là encore, l'administration des archives s'est adaptée, outre la création d'un service unifié pour les archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon que Damien nous présentera. Le ministère de la Culture a rappelé en 2012 le sort à réserver aux archives des groupements de communes et des syndicats mixtes dissous et de la destination de leurs archives. Enfin, en 2015, les régions ont fusionné, vous le savez, de 22 à 13 en métropole, ce qui a entraîné la fusion des services régionaux d'archives, mais également une nouvelle organisation territoriale de l'État, avec une fixation des chefs-lieux de région, c'est-à-dire des sièges de préfecture,
par la loi ou par le décret, mais surtout une répartition des directions régionales, chambres régionales des comptes, rectorats, directions ou délégations territoriales des opérateurs, d'une façon un petit peu expressionniste, pour ménager finalement les anciens chefs-lieux de région qui avaient perdu leur siège d'administration régionale. Par exemple, pour ne prendre que le Grand Est, Nancy obtient le rectorat de région et l'agence régionale de santé, Metz l'état-major de la zone de défense et la chambre régionale des comptes, Châlons-en-Champagne l'agriculture et Strasbourg tout le reste. Donc évidemment, ça suppose là encore une organisation en termes de gestion des archives et de destination des archives, et là encore une répartition des charges entre archives départementales dans lesquelles sont implantées ces administrations. Enfin, cette loi de 2015 a assoupli les possibilités de regroupement entre deux collectivités volontaires et notamment départements, ce qui a incité les Hauts-de-Seine et les Yvelines, dignement représentées aujourd'hui, à en effet envisager la fusion de leur territoire dans une délibération commune du 30 juin 2017 et à inscrire dans leur feuille de route la convergence des outils de la politique de collecte et d'archivage des deux services départementaux d'archives, dont Christine va vous entretenir ensuite. Alors, encore une fois, l'administration des archives s'est adaptée puisqu'elle a introduit par voie législative et modification du Code du patrimoine la création d'un service unifié dans le Rhône, d'un service de la collectivité territoriale de Corse ou encore d'un service de la ville de Paris pour tenir compte de la constitution de collectivités à statut particulier. Le cas des Hauts-de-Seine et des Yvelines a pour l'heure reçu une fin de non-recevoir, même si dans le cadre d'Action publique 2022, le ministère de la Culture envisage d'ouvrir le chantier de la mutualisation entre services d'archives publiques et notamment en termes d'espace de stockage, puisque la mutualisation de l'archivage électronique, lui, a déjà été rendue possible par la loi de 2016 qui a modifié le Code du patrimoine. J'en arrive rapidement, mais encore dans les temps, à ma deuxième partie, qui sera plus rapide. Sur quelle place on a commencé un peu en retard, sur quelle place pour le territoire dans une évaluation renouvelée des archives, c'est-à-dire comment l'administration des archives a su s'adapter pour le coup en matière d'évaluation, de tri et de sélection. Donc là, j'irai plus rapidement puisque ça a été abordé assez largement par la littérature professionnelle, mais tout de même, à partir des années 60 et surtout des années 2000, les archivistes ont été amenés à repenser à plusieurs reprises à la modalité de leur action dans l'espoir d'une meilleure efficacité, notamment en intervenant le plus rapidement possible dans la gestion de l'archivage, et en produisant des textes réglementaires décidant pour un organisme ou une fonction donnée du sort final de chaque catégorie de documents produits, c'est les circulaires de tri. Alors toutefois, et dès les années 2000, on s'est interrogé sur la pertinence des critères de tri et d'échantillonnage pour les grandes séries documentaires homogènes, puisque d'une part, les critères alphabétiques, chronologiques, aléatoires ou systématiques pouvaient laisser de côté des dossiers ou des années particulièrement intéressants, tandis que le tri sélectif, qui était fondé sur l'examen du contenu de chaque dossier et qu'il était parfois illusoire de faire reposer sur le seul service versant, prenait effectivement du temps et des effectifs considérables. Au surplus, et ça Rosine l'a rappelé en introduction un petit peu, il a existé une scission de fait entre l'évaluation des documents produits par l'administration centrale de l'État, réalisée par les missionnaires des archives nationales, et d'autre part l'évaluation des documents dans les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Or, cette dichotomie a été rendue inopérante par les déconcentrations et décentralisations que j'ai évoquées, ainsi que par l'éclatement de l'administration et la multiplication des opérateurs, ce qui a conduit le ministère de la Culture à réfléchir à la sélection non plus par producteur mais par fonction, par exemple pour l'éducation nationale en 2005. Et puis en 2014, un cadre méthodologique pour l'évaluation et la sélection des archives a été mise en œuvre pour modéliser l'opération de collecte, préciser le vocabulaire
et présenter une méthodologie d'échantillonnage fondée sur la statistique, mais qui n'intervient qu'en dernier ressort, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé qu'on conservait tout ou rien, et que dans le cas d'ensembles homogènes, outre des spécimens ou des documents récapitulatifs ou des dossiers particuliers, on avait déterminé en dernier ressort qu'il était opportun de conserver un échantillonnage fondé sur un pourcentage de dossiers à prélever en fonction de l'effectif de départ, et qui n'est pas inférieur à 30 dossiers par ensemble échantillonné ou supérieur à 300 dossiers. Mais même dans le cas d'une stricte application de ce cadre méthodologique, les services départementaux d'archives, et même municipaux d'ailleurs, restent confrontés à des versements annuels très importants, plus d'1 kilomètre linéaire d'archives définitives dans les Hauts-de-Seine en 2017, ce qui conduit à une saturation évidente des espaces de stockage, 92% dans les Hauts-de-Seine, mais aussi et peut-être surtout à une gestion des flux très chronophage. C'est la raison pour laquelle, dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, a été mis en place un programme de travail de façon à ce que la collecte ne soit pas seulement subie, mais qu'elle soit choisie, et qu'elle ne résulte plus de la simple application de règles nationales, de façon à ce qu'elle s'insère davantage dans des projets scientifiques et culturels, et qu'elle fasse la part des choses entre les documents à conserver à forte valeur patrimoniale et légale, le reste étant laissé à l'appréciation des chefs d'établissement en fonction de leurs projets scientifiques. Ces modalités vous seront également présentées, mais sachez que dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont été déterminés 4 axes prioritaires de la politique de collecte: l'histoire des institutions et des politiques publiques, l'histoire des personnes, l'histoire des territoires et les grands événements, et qu'une vingtaine de typologies ou d'ensembles incontournables, pour ne pas dire essentiels, a été établie, le versement du reste étant poliment décliné ou reporté sine die. J'ajoute que les services versants ne sont pas insensibles d'ailleurs à nos arguments, la relativité des choses et de la priorisation des versements, mais qu'ils demandent à bon droit l'autorisation d'éliminer ce qu'on ne prend pas en charge, et c'est tout l'enjeu de la démarche lancée par le ministère de la Culture pour identifier ces archives pour lesquelles une vigilance toute particulière s'impose, avec une collecte prioritaire et un contrôle plus resserré, et identifier les domaines fonctionnels qui se prêteraient le mieux à une expérience de macro-évaluation. Je finis par mon 3e point qui sera également plus rapide, au-delà du principe de territorialité, pour indiquer que quand même on fait tout ça pour les publics ou les usagers pour mieux dire, et que leurs attentes ont également évolué. Les enquêtes des publics menées par le ministère de la Culture en 2013 et en 2014 montrent tout de même la permanence de la recherche généalogique, qu'elle soit en salle ou en ligne, et également évidemment la très forte connexion de nos publics, et donc les attentes et les besoins des internautes en la matière, qui tout de même se concentrent essentiellement sur les documents numérisés, plus que sur les bases de données, et encore plus que sur les instruments de recherche. Donc ça incite évidemment à développer des politiques en la matière en direction de ces publics, et de tenir compte des enjeux actuels en matière de public, et notamment une modification des usages et des usagers qui conduit quand même à une baisse résistible tout de même du lectorat individuel et physique, et à une hausse de l'accueil de groupe et de la consultation évidemment en ligne. Mais tout de même, on note également une attente et une appétence des publics pour les questions mémorielles et d'histoire locale, et une volonté de nos services et de nos collectivités de mieux s'insérer aux politiques publiques départementales, notamment dans le champ social. Évidemment, la transition numérique nous invite à proposer des outils innovants en la matière et à réfléchir aux questions de réutilisation et de protection des données à caractère personnel, tandis que nous sommes incités, notamment par nos collectivités, à prendre davantage en compte la diversité culturelle et à favoriser la co-construction avec les territoires et leurs habitants dans le respect des droits culturels de chacun. Dernière évolution en la matière qui est intéressante, c'est la réflexion sur les archives équipements culturels comme tiers-lieux ou espaces de coworking ou d'échange qui nous anime notamment dans notre projet de futur site à Saint-Cloud.
Donc à cet égard, et pour en finir, je vous donne quelques éléments de l'avis définitif du Conseil de développement durable interdépartemental Hauts-de-Seine-Yvelines, dans lequel nous sommes intervenus, et qui a insisté justement sur ces opportunités de co-construction et d'agir ensemble, et qui a cité justement des opérations de grande collecte des archives, ou également des opérations en partenariat avec les associations ou les universités sur la collecte de témoignages oraux, par exemple les bidonvilles et les cités de transit dans les Hauts-de-Seine, les mémoires de l'immigration dans les Yvelines, ou encore les droits des femmes et les violences faites aux femmes dans les Hauts-de-Seine, opération qui a lieu cette année, de façon à ce que la société civile contribue davantage à la conservation de la mémoire collective, qu'il s'agisse d'opérations programmées comme l'opération de grande collecte, ou plus malheureuses évidemment comme les hommages aux attentats parisiens que Guillaume Nahon nous présentera cet après-midi. Donc en conclusion, presque dans les temps eu égard au petit décalage initial, j'espère vous avoir montré que certes les services d'archives publiques ont bien adapté leur organisation à l'évolution des territoires et leur politique de collecte et des publics aux attentes de leur territoire, mais on a peut-être l'impression qu'on est plus dans une adaptation subie et que nous peinons un peu, nous archivistes, à suivre le train des réorganisations territoriales et administratives, le train des versements massifs d'archives publiques et aussi l'évolution rapide des besoins de nos usagers. Donc peut-être, c'est sans doute l'enjeu de cette journée, devrions-nous être davantage dans l'anticipation, en privilégiant la modularité et la mutualisation des services publics d'archives, comme d'ailleurs les services de l'État et des collectivités territoriales. Et donc ça, c'est pour la première table ronde, sans déflorer les conclusions, et la mise en place d'une politique de collecte plus resserrée et d'un contrôle allégé, et également l'association des usagers à la définition de notre politique des publics. Voilà, donc c'est quelques pistes que peut-être nos intervenants éminents pourront préciser et illustrer, et d'avance, je les en remercie. Merci beaucoup.